Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Café Brousse. Donc, pour rappel, le Café Brousse, c'est un temps de partage d'expériences entre les membres du groupe de travail Pays en développement et biodiversité. Et aujourd'hui, on accueille Clément Aubert, donc un biologiste spécialisé dans la conservation de la biodiversité et cofondateur et président de l'association Nature Conservation, qui œuvre sur trois domaines d'action principaux: la recherche scientifique, euh, la transmission de savoir et la conservation. Et aujourd'hui, il va nous présenter les résultats de sa thèse qu'il a récemment soutenue, notamment de l'intérêt pour la conservation et la gestion durable des populations de crocodiliens de plusieurs pratiques allant de la conservation communautaire au drone. Et donc, je vais lui laisser rapidement la parole pour qu'il puisse présenter ses résultats. Et ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour la poser directement pendant ce temps-là. Ou sinon, tout au long de la présentation, vous pouvez poser votre question dans la rubrique questions et réponses en haut ou sinon dans l'onglet conversation dans le chat et on pourra la transmettre par voie orale. Et donc, sans plus attendre, Clément, je te laisse la parole. Merci Magali. Bonjour à tous. Déjà, merci à tous d'être là pour cette présentation. Moi, ça me fait très très plaisir de pouvoir parler des crocodiliens qui sont méconnus et des grands oubliés. Donc, je vais profiter de cette présentation pour vous parler un petit peu des crocodiliens et de leurs enjeux, notamment que comme on est un groupe de travail qui intervient beaucoup dans les pays du Sud, et il se trouve que dans les pays du Sud, on a souvent au moins une espèce de crocodile présente. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite. Donc, je vais vous parler de mes travaux. C'est une partie de mes travaux de thèse, donc que j'ai formulé sous forme de problématique pour le Café Brousse. Donc, de la conservation communautaire au drone, quel intérêt pour la conservation et la gestion durable des populations de crocodiliens. Donc, tout d'abord, il existe 27 espèces de crocodiliens dans le monde qui sont réparties en trois familles, dont la taille, le poids et les mœurs sont variés. Donc, avec notamment la famille des alligatoridés, qui comprend bien évidemment les alligators, mais aussi les caïmans. Ensuite, les Crocodilidae, qui comportent principalement les crocodiles, et qui ont le plus d'espèces de l'ordre des crocodiliens. Et enfin, la famille des Gavialidés, qui sont composées des Thomistomas et des Gaviales, qui sont des espèces caractéristiques avec leur museau fin et qui sont spécialisées dans la capture de poissons. En termes de répartition, les crocodiliens ils sont présents dans la plupart des écosystèmes aquatiques d'eau douce des régions tropicales et chaudes du monde, et quelques tempérés, et aussi certains écosystèmes côtiers. On en retrouve dans plus de 90 pays dans le monde. Donc, il y a de fortes chances qu'au moins une espèce de crocodile soit présente dans vos pays d'intervention, comme je le disais. Les crocodiliens, ils ont une importance écologique, notamment en termes d'apex prédateurs, donc de top prédateurs, puisqu'ils sont présents c'est à la fois les plus grands prédateurs et les plus grands habitants de nombreux écosystèmes aquatiques. C'est aussi une espèce clé de voûte. C'est un ingénieur des écosystèmes, notamment avec tout ce qui est nids et terriers, qui sont utilisés par tout un cortège d'espèces. Il participe à lier les écosystèmes et au flux de nutriments, et c'est aussi un bon indicateur de la santé des écosystèmes. Cependant, les crocodiliens, ils restent malheureusement très peu étudiés. Donc, le rôle écologique qu'ils ont en fonction d'espèces est plus ou moins marqué, et, euh, est plus ou moins marqué, et on manque en fait d'études approfondies sur ces aspects-là. Ils ont une importance socio-écologique importante. On a encore dans le monde de nombreux peuples autochtones et de communautés locales qui ont des croyances culturelles intégrant les crocodiliens à travers le monde, et en plus souvent de façon positive. Donc, par exemple, on retrouve dans de nombreuses cultures africaines qui sont considérées comme des animaux totems ou des symboles de pouvoir spirituel, qui permet de conférer certains dons, par exemple des capacités de transformation, de réincarnation, d'acquérir des immunités ou de bénéficier de la protection et de la sagesse des esprits ancestraux. Mais on en a aussi au Timor, où il existe des bons et des mauvais crocodiles qui ont un rôle de messager. Mais on a vraiment des croyances aussi en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le reste de l'Asie, etc. Ils ont une importance économique relativement importante, notamment déjà avec le tourisme de vision, avec la fascination, tout ça, et aussi le commerce de peau, parce qu'il y a quand même 1 à 2 millions de peaux qui sont échangées chaque année, et qui sont produites pour la grande majorité des cas dans les fermes d'élevage dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. En termes d'état des populations, il y a 50 ans, on avait 100% des espèces de crocodiliens qui étaient considérées comme en danger selon l'UICN. Et suite à l'interdiction de la chasse non réglementée au profit de l'élevage en captivité pour répondre aux besoins de l'industrie de la maroquinerie,
Aujourd'hui, on a plus que 50%, ce qui est énorme, des espèces de crocodiliens qui sont considérées comme menacées, en danger. Mais par contre, on a quand même 30% des espèces de crocodiliens qui sont considérées comme en danger critique d'extinction sur l'UICN, ce qui est énorme à l'échelle d'un taxon. Et enfin, un taxon qui est quand même particulièrement menacé, malgré cette amélioration conséquente de passer à 100% des espèces, à 50% des espèces qui sont considérées comme menacées en 50 ans. Et en termes de menaces, du coup, parmi les principales menaces, on a la perte d'habitat, parce que les crocodiles, ils occupent les écosystèmes aquatiques d'eau douce et qui couvrent moins de 1% de la surface du globe, et que c'est des écosystèmes qui sont fortement anthropisés et de plus en plus anthropisés, et notamment avec l'augmentation de la population humaine sont aussi menacés par le problème de la pollution, parce que les crocodiles, en tant que top prédateurs et en raison de leur longue durée de vie, ils ont des capacités bioaccumulatrices importantes et peuvent accumuler de fortes concentrations de polluants, que ce soit en mercure, en pesticides organochlorés, et qui a un impact sur leur système endocrinien. Mais de plus, en fait, les diverses sources de pollution et de contamination présentes dans ces écosystèmes aquatiques, ben, ils peuvent avoir un grave impact sur l'abondance, la diversité des espèces et la qualité des habitats, ce qui joue sur la disponibilité des proies et des habitats favorables pour les crocodiles. On a aussi ben, les bien connus conflits hommes-crocodiles qui sont en augmentation dans le monde, avec des impacts directs, c'est-à-dire, on va dire, les attaques directes sur des populations humaines qui peuvent être mortelles ou non, et indirectes, avec des conséquences secondaires affectant le mode de vie et l'économie des individus, avec notamment la consommation de bétail, la nécessité de faire des modifications de pratiques de pêche, les restrictions d'aller à l'eau, le stress psychologique et les coûts économiques de la perte du bétail et de la destruction de matériel de pêche, par exemple. Mais j'en profite pour préciser que les conflits aux crocodiles, ils ne concernent pas toutes les espèces de crocodiliens, parce qu'il est important de préciser que toutes les espèces de crocodiles ne représentent pas en fait un danger pour les humains, parce que leur taille, leur comportement et les habitats qu'ils s'occupent varient considérablement d'une espèce à l'autre. Et on a par exemple certaines espèces de caïmans, de crocodiles nains, par exemple, qui font à peine 1,50 m à l'âge adulte, jusqu'à des espèces qui peuvent dépasser les 6 mètres, comme le crocodile du Nil ou le crocodile d'eau salée. Et on a seulement 8 des 27 espèces existantes qui peuvent dépasser 5 mètres et dépasser les 500 kilos. Et généralement, les conflits hommes crocodiles, ça concerne des individus qui ont dépassé les 3 mètres. De plus, en fait, il y a aussi un facteur de saisonnalité important sur les attaques de crocodiles qui sont généralement en augmentation durant la saison des pluies, durant les périodes les plus chaudes de l'année et aussi pendant les périodes de nidification où les femelles en fait pratiquent la défense des sites de ponte et en fait ces différents facteurs ont tendance à se superposer. On a aussi les espèces invasives. Donc les crocodiles, ils sont plutôt concernés par les espèces invasives pour différentes raisons. Ça peut être notamment pour la destruction de sites de nidification, par exemple avec les sangliers. Aussi des espèces qui vont leur faire concurrence ou les consommer. On peut avoir par exemple tout ce qui est les pitons invasifs qu'on retrouve en Floride, mais aussi des espèces qui seraient toxiques si elles étaient consommées, comme par exemple là en photo la Rhinella marina, qui est une espèce invasive en Australie et qui a un impact conséquent sur les populations de crocodiles là-bas, qui les empoisonnent lorsqu'ils sont consommés. Et aussi bah, avec des plantes aquatiques en fait qui peuvent modifier en fait ces écosystèmes aquatiques et notamment en fait les sites de ponte. Comme beaucoup d'espèces, ben, ils sont aussi concernés par le réchauffement climatique, parce que du coup, ben, en tant qu'ectothermes, ils ont une forte dépendance aux températures pour réguler et assurer les différentes fonctions de leur métabolisme. Et en fait, l'augmentation des températures, ça a aussi un impact sur le développement embryonnaire, le temps d'incubation et le sexe ratio. Il y a déjà eu des études qui l'ont démontré. Et aussi, ben, l'augmentation du niveau de la mer pourrait provoquer des inondations d'eau salée et menacer certaines espèces de crocodiliens à cause de la disparition de ces écosystèmes aquatiques. On a aussi bah, toujours les activités illégales. Donc, bien que la chasse illégale pour la viande, la peau et les autres usages traditionnels, ça constitue plus une des principales menaces de crocodiliens, bah, il y a des prélèvements qui subsistent et qui peuvent être particulièrement problématiques pour les espèces qui sont bah, en danger critique d'extinction. Donc, ça peut être de différentes manières, soit par les prélèvements directs de chasse, ou alors par des activités de pêche, parce que les crocodiles sont assez sensibles au filet de pêche et se font facilement prendre et se noient, ou alors par la destruction bah, directe de leur habitat. Et donc, en bref, bah, globalement, les crocodiliens, ils sont peu étudiés. On a des enjeux importants sur cette action-là. Donc, moi, j'ai voulu travailler
sur cette espèce en étudiant principalement deux approches, donc à savoir l'approche de la conservation communautaire pour favoriser la coexistence durable entre les populations humaines et le crocodilien, et de voir si et d'étudier en fait l'utilisation d'autres méthodes, notamment en utilisant les drones comme nouvel outil d'inventaire et de suivi de population de crocodiliens. Donc tout d'abord, est-ce que la conservation communautaire, elle s'applique dans les projets de conservation des crocodiliens? Donc pour ça, j'ai fait une synthèse bibliographique sur ce que j'ai pu trouver dans la littérature, voir si cette approche de la conservation communautaire, elle s'applique aux crocodiliens. Mais tout d'abord, en fait, c'est quoi les approches de la conservation des crocodiles qui est existante? C'est déjà ben, la protection des habitats, hein, celle qu'on connaît le plus. Et de manière générale, les crocodiles, ils bénéficient en fait des aires protégées, surtout les espèces ayant perdu la majeure partie de leur aire de répartition. Et il y a des aires protégées qui ont déjà été mises en place spécifiquement pour leur protection, comme par exemple sur le crocodile du Siam au Cambodge, qui est en danger critique d'extinction, et aussi le crocodile des Philippines, donc aux Philippines, qui est également en danger critique d'extinction. Et on a aussi la réduction des interactions entre les populations d'humains et de crocodiliens. Donc notamment, en fait, le premier outil de protection et qui est prioritaire, c'est bien sûr l'éducation et la sensibilisation, qui peut avoir des approches très diversifiées, qui doit être adaptée à chaque contexte, avec les croyances, les coutumes, les perspectives locales, l'alphabétisation. Et on peut avoir une grande diversité d'approches avec des brochures, des panneaux de civilisation, des peintures murales, des affiches des conférences, à la radio, dans les journaux, la télévision, des expositions, des spectacles, des animations des écoles, aussi l'inclure dans les programmes scolaires, par exemple. Mais aussi ben, la connaissance des populations de crocodiles, parce que bien sûr, au-delà de l'intérêt écologique de connaître ces populations, ça permet aussi d'identifier les zones à risque et les hotspots, notamment durant la période de reproduction, avec bah, tout ce qui est défense des nids, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça permet de mieux aussi comprendre les conflits en crocodile pour prédire et définir des stratégies de mitigation. On a aussi la sécuriser l'accès à l'eau, qui est une préoccupation majeure en fait pour certaines populations. Donc, premièrement, avec la création de points d'eau alternatifs, comme la mise en place de puits profonds, de forages, de stations de pompage et de réservoirs d'eau pour réduire ben, considérablement la dépendance et la vulnérabilité des communautés aux points d'eau naturels. Et aussi l'installation, par exemple, de barrières physiques, donc d'enclos d'exclusion, qui marchent bien, mais qui nécessitent d'être bien construits et d'être entretenus, sinon ils sont particulièrement inefficaces et peuvent amener à des situations dramatiques. Il y a aussi le déplacement ou l'élimination des crocodiles qui sont considérés comme problématiques, donc que ce soit de la piège par piégeage ou capture par des équipes spécialisées qui ensuite soit déplacent le crocodile, soit le placent dans des fermes d'élevage, par exemple. Euh, et quand c'est pas possible de pouvoir réaliser en fait ces déplacements, étant donné que ça demande quand même des moyens conséquents et aussi de demander des équipes spécialisées, et donc de la compétence, il est procédé à l'élimination de l'individu ou des individus concernés. Il y a également la problématique de la gestion des déchets. Parce qu'on observe en fait une densité plus importante de crocodiles autour des zones de présence de déchets, de zones de nettoyage de poissons, et ça augmente les risques d'interaction négative, surtout qu'en fait, ça arrive fréquemment qu'en fait, ces zones d'accumulation de déchets soient proches en fait des villages ou des lieux où les gens accèdent à l'eau. Donc, la mise en place d'une gestion adaptée des déchets pour limiter ce problème-là. Les activités de pêche, donc en mettant en place des solutions adaptées. Il en existe un certain nombre, mais je ne vais pas m'étaler dessus, ou sinon je vous invite à lire mes travaux de thèse, puisque j'ai pas le temps de tout présenter malheureusement. Il y a aussi des avantages socio-économiques liés à la présence des crocodiles. Donc, on trouve de nombreux exemples sur les quatre continents d'activités de tourisme de vision et tout ce qui tourne autour avec bah, les tours en bateau, les guides, la restauration, l'hébergement, l'artisanat, etc. En plus, ces activités, quand elles ont un volet de sensibilisation, elles participent à la sensibilisation du public et aussi sur l'importance écologique des crocodiles et notamment sur les bons comportements à avoir dans les habitats des crocodiliens. Il y a aussi les élevages domestiques de crocodiles à différentes échelles. Donc, ça peut être des élevages de quelques individus possédés par des particuliers, à des élevages de plusieurs dizaines de milliers d'individus à l'échelle industrielle.
On a aussi la collecte d'œufs et la vente de juvéniles parce qu'une partie des fermes, en fait, ne fonctionne pas à cycle fermé. En fait, il y a de la collecte d'œufs qui est réalisée sur les nids. Et notamment, on a quelques exemples dont notamment qui sont collectés par les communautés pour générer des revenus. Et ces fermes, en fait, souvent pratiquent aussi le ranching, c'est-à-dire qu'il y a une partie des juvéniles qui sont ensuite relâchés au bout de quelques années. Donc, c'est souvent de l'ordre de 5% pour compenser le prélèvement des œufs. Il y a une activité qui est parfois controversée, mais qui est quand même peu développée, je précise, c'est la chasse sportive, notamment en mettant en place des expéditions de chasse. Donc, c'est un peu le même principe que pour l'écotourisme. Donc, ça génère aussi des revenus, en fait, indirects avec la restauration, l'hébergement, la viande aussi pour les communautés. Donc, c'est une activité qui est peu mise en place. Donc, on a quand même quelques exemples en Namibie qui ont l'air d'avoir bien marché, mais qui nécessitent quand même une réglementation stricte pour qu'elle soit durable. Et aussi la chasse pour un usage domestique qui est autorisé dans certains pays pour répondre à des besoins de communauté ou à des utilisations traditionnelles. Donc, qui permet d'avoir un apport en protéines, d'avoir une utilisation culturelle et aussi pour l'artisanat. Donc, en termes de commentaires général, les éléments présentés ci-dessous, ils sont présentés à titre d'exemple et ils présentent un large panel d'approches dans la conservation des crocodiliens avec des méthodes de mise en place variées et notamment dans l'application des populations locales. Et les objectifs de conservation ne sont pas toujours atteints et ont des succès plus ou moins marqués car le rôle des communautés dans l'utilisation et la conservation des ressources, il n'est pas parfois suffisamment considéré, ce qui peut amener en fait à la non-atteinte des objectifs de conservation, à des résultats mitigés, mais aussi et aussi source de conflits. Donc, bien que la protection de la biodiversité soit un objectif important, la satisfaction des besoins fondamentaux des populations locales il doit être un objectif qui est prioritaire. C'est pour ça qu'une approche participative de la conservation est intéressante, pour trouver un équilibre entre conservation et développement, qui peut être atteint grâce à une cogestion entre les communautés, les structures de gouvernance et aussi les autres partenaires tels que des ONG ou des structures de gouvernance ou de recherche, et que ce qui peut favoriser une attitude positive des populations locales et augmenter en fait les chances d'atteindre ces objectifs de conservation. Euh, et c'est pour ça, hop là, pardon. C'est pour ça qu'une approche plus inclusive de la conservation pourrait répondre à ce besoin. Et c'est pour ça que, enfin, d'où la conservation communautaire. Et donc, le principe de la conservation communautaire, c'est d'offrir une alternative plus holistique et inclusive que les approches de conservation dites traditionnelles, en reconnaissant l'importance cruciale de considérer les dimensions sociales, économiques et environnementales des peuples autochtones et des communautés locales dans la mise en place d'initiatives de conservation afin d'en atteindre les objectifs. Donc, les principes d'élaboration d'une approche de la conservation communautaire, elle implique en fait déjà d'identifier la communauté et son échelle, qu'elles aient conscience de l'intérêt de la conservation et des programmes de conservation, de les impliquer activement et qu'elles en dégagent en fait des avantages et des bénéfices. Donc moi, j'ai regardé dans la littérature si je trouvais des projets qui étaient et des actions qui étaient suffisamment renseignées pour pouvoir être évaluées. Donc j'ai trouvé des projets un peu partout dans le monde qui suggéraient une approche de conservation communautaire plus ou moins marquée. Cependant, j'ai trouvé peu de projets qui étaient suffisamment renseignés pour pouvoir en faire une synthèse et en tirer des informations intéressantes. Donc ces projets-là, ils sont tous basés en Asie, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et au Cambodge. Donc après, pour pouvoir un peu évaluer ces projets, j'ai utilisé la méthode de Bricheri-Colombie, qui propose une évaluation standardisée des projets de conservation via différents critères. Donc moi, j'ai dû un peu réadapter cette méthode-là. Euh, c'est une méthode qui est basée sur l'utilisation de certains critères. Donc, tout d'abord, avec des critères basés sur le respect des droits et de l'identité culturelle. Donc, notamment avec avec trois projets qui, par exemple, ont mis en place des consultations communautaires pour identifier les besoins et les préoccupations des acteurs du territoire, les impliquer dans la prise de décision de la conception à la réalisation du projet, la mise en place de comités de gestion des ressources naturelles qui a été élu démocratiquement. Et dans les deux autres projets, eux, c'est des projets qui ont été directement pilotés par des structures communautaires, ce qui est un peu vachement intéressant
mais avec des critères aussi écologiques, bien sûr, notamment avec la tendance d'évolution de la cible de production, tendance de la cible de protection en augmentation, donc en l'occurrence les crocodiliens. On peut citer par exemple un des projets aux Philippines qui a augmenté, par exemple, le nombre de juvéniles détectés suite à la mise en place du projet de plus de 400% sur une espèce en danger critique d'extinction, ce qui est vachement intéressant. Et par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur ce projet-là, où on avait la présence d'une espèce de crocodilien, on a vu une augmentation du nombre de sites de nidification de presque 50% pour le crocodile marin et de plus de 90% pour le crocodile de Nouvelle-Guinée. Mais aussi la baisse des menaces sur les populations de crocodiles, notamment avec une augmentation de la tolérance, la régulation et l'adaptation des pratiques de pêche, dont deux projets ont interdit par exemple l'utilisation de filets maillants qui sont particulièrement destructifs pour les crocodiles, et la mise en place de réserves de pêche. D'augmenter aussi la sécurité alimentaire, mettre en place parfois la protection de sites de nidification, comme en Australie par exemple, où on a beaucoup d'espèces invasives, dont le buffle d'eau et le sanglier, et qui font de très gros dégâts sur les sites de nidification de crocodiles, mais aussi avec l'amélioration de la qualité de l'habitat et des avantages pour la biodiversité à plus grande échelle. Donc avec aux Philippines des activités de restauration d'écosystèmes aquatiques, mais aussi avec la mise en place de protection de zones humides comme on a au Cambodge ou en Australie, avec la création d'aires protégées de différentes tailles. Il y a aussi également bien sûr des critères économiques et socio-économiques, avec déjà la facilité à des, accéder à des facilités. Par exemple, aux Philippines, où un des partenaires a financé la mise en place de l'accès à l'eau potable et l'amélioration des pratiques agricoles et l'équité du partage des bénéfices. On peut citer un des projets au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont mis en place en fait des fonds communautaires avec les bénéfices du projet pour les réinvestir dans la communauté, que ce soit dans l'éducation, dans l'accès aux soins, dans des programmes de conservation, aussi pour favoriser l'accès à l'eau potable parfois, et dans la restauration du bâti traditionnel. Mais également dans la diversification des revenus et la création d'emplois, donc qui peut être lié directement aux crocodiliens avec la vente d'œufs, l'écotourisme, les opportunités d'emploi d'éco-gardes, avec par exemple le projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a pu augmenter de presque 300% le nombre d'œufs collectés. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, la population a beaucoup augmenté tout en ayant cette activité de collecte, ce qui a permis en fait d'augmenter significativement en fait les revenus liés à cette activité et hors crocodilien, donc avec certains projets qui ont développé l'utilisation de plantes, enfin, la récolte et la valorisation de plantes sauvages non médicinales et la mise en place de pratiques agricoles durables. Et un projet particulièrement intéressant, c'est au Cambodge, où il y avait une communauté, en fait, qui pouvait certaines années manquer de nourriture et parfois jusqu'à 7 mois dans l'année. Avec ce changement de méthode et cet accompagnement sur les pratiques agricoles, en fait, on atteint l'autonomie alimentaire et ont pu même, dans certains cas, générer des revenus en vendant l'excédent, ce que je trouve assez impressionnant au passage. Et il y a bien sûr avec d'autres critères, donc notamment la capacité à faire respecter les règles et la réglementation liées au projet, donc avec la création et l'application des règles avec et par les communautés, la mise en place de patrouilles communautaires, avec le projet au Cambodge qui réalise par exemple des patrouilles communautaires avec les instances locales, la réduction des activités de brûlage qui sont particulièrement dommageables pour les écosystèmes aquatiques, et le respect des quotas d'œufs, où par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, on est passé sur des communautés sont passés d'une activité de collecte d'œufs basée sur la subsistance à une activité génératrice de revenus sans augmenter la pression sur cette collecte. Et aussi le renforcement des capacités, donc très important, que ce soit en agriculture durable, en développement d'activités touristiques, en suivi de population des crocodiliens. Parce que, par exemple, dans le projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a un suivi participatif qui est mis en place pour évaluer l'effet de la récolte d'œufs sur le recrutement des populations sauvages et qui est fait avec des chercheurs. La législation environnementale, bien sûr, sur la gestion des ressources naturelles et enfin des activités de sensibilisation, des renforcements sur la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Donc, en termes de limites critiques sur ces projets-là, on pourrait parler de la réplicabilité des projets, puisque c'est des projets en fait qui sont très contexte spécifiques, qui sont imposés par les caractéristiques culturelles, sociales, politiques, juridiques, économiques, environnementales, uniques, qui sont à chaque communauté et à chaque territoire.
donc qui nécessite une approche adaptable et flexible, prenant en compte toutes ces spécificités afin de pouvoir concilier au mieux les objectifs de conservation et les objectifs de développement et répondre aux besoins des peuples autochtones et des communautés locales. La dépendance aux ressources locales, puisque du coup, on est souvent dans des endroits qui sont assez éloignés et il y a une extrême dépendance aux ressources locales et avec peu d'opportunités économiques, autres que l'utilisation des ressources, qu'elles soient durables ou non durables. Les financements, dont étrangers, qui peuvent, du coup, souvent ces projets-là, ils ont des cofinancements, mais qui sont dépendants de ces financements étrangers. Donc, la viabilité de ces projets-là, elle pourrait être impactée au risque dû à des fluctuations ou d'arrêt de ces financements-là dans le temps. Du coup, un côté important, c'est d'augmenter l'empowerment des communautés, de développer des activités génératrices de revenus et diversifier les activités, au-delà des crocodiles, comme on l'a vu, protéger en fait de ces aléas-là. Donc, ça peut être effondrement du tourisme ou fluctuation du commerce de peau, par exemple. On a un manque de recul et d'évaluation suivi à long terme de ces projets-là. Et bien évidemment, on est face à un biais du survivant évident, étant donné que tous les projets qui étaient suffisamment renseignés pour que je puisse en fait les étudier, les synthétiser, et ben c'est des projets qui ont particulièrement bien marché. Donc il y a sûrement un certain nombre de projets en fait qui ont eu des échecs, qui n'ont pas donné lieu à des publications. Donc c'est important d'aller voir au-delà. Donc en conclusion, il y a une nécessité d'approfondir en fait ce travail à cause des faiblesses d'une analyse purement bibliographique. Mais on voit que l'approche de la conservation communautaire, elle peut s'appliquer aux crocodiles avec succès, que les motivations des communautés, elles sont variées, elles peuvent être plus économiques ou culturelles, par exemple. On peut amener une attitude positive vis-à-vis des crocodiliens, et que c'est une perspective intéressante de gestion durable des écosystèmes aquatiques et qui nécessite contre une adaptation très contexte spécifique. Donc, on a vu les différentes approches pour la conservation des crocodiliens, mais pour conserver, on a besoin de connaître leur population, connaître la dynamique de la population pour la mise en place d'une gestion adaptée, évaluer l'efficacité, par exemple, des mesures de conservation. Donc, moi, j'ai voulu voir s'il était possible d'utiliser les drones pour créer un outil standardisé de détection et de suivi de population de crocodiles. Donc, tout d'abord, les crocodiles, c'est un taxon qui est relativement compliqué à étudier, étant donné que c'est des espèces qui sont cryptiques, principalement nocturnes et aquatiques, et qui demandent en fait des compétences. Donc les méthodes usuelles du suivi des crocodiliens, c'est des inventaires de jour à pied ou en bateau, ou nocturnes à pied ou en bateau en utilisant un phare lumineux pour détecter les yeux, ou alors en utilisant des aéronefs habités. Et ces méthodes, elles ont aussi leurs limites, notamment qu'elles sont chronophages, elles demandent des ressources humaines importantes, une logistique importante, elles sont aussi coûteuses, voire très coûteuses pour certaines. En plus de ça, elles peuvent perturber parfois la faune et elles peuvent aussi, ça peut être aussi parfois dangereux de faire du suivi de crocodile aussi, le fait de se retrouver sur l'eau la nuit avec toute la faune qui peut se trouver autour. Et elle demande aussi des observateurs confirmés. L'estimation de la taille en fait des crocodiles aussi, elle est faite de façon subjective et potentiellement biaisée à partir d'observations directes. Et en plus, on n'a pas de possibilité de vérification des données post-inventaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu voir si le drone, en fait, ça pouvait être un outil qui pouvait amener à pallier à certaines de ces limites. Donc moi, j'ai travaillé principalement en Afrique de l'Ouest, donc dans trois pays, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Bénin, dans trois aires protégées, où on retrouvait principalement le crocodile d'Afrique de l'Ouest. Donc moi, j'ai étudié différents paramètres pour mettre en place ma méthode. Donc vraiment tout ce qui est d'abord perturbation de la faune, mais aussi les différents paramètres de vol et leur impact sur le nombre de crocodiles détectés, les fausses détections, l'attitude, l'effet observateur, tout ça, mais aussi en prenant en compte les facteurs environnementaux comme le vent, la couverture nuageuse, la période de la journée, la végétation, la couverture végétale. Et enfin, ça m'a permis de créer mon protocole expérimental et de pouvoir le tester par rapport aux méthodes traditionnelles que j'ai implantées sur 23 sites différents dans 4 parcs nationaux et dans ces 3 pays-là. Euh, donc cette méthode, je l'ai comparée aux méthodes traditionnelles. Donc moi, j'ai travaillé sur la méthode de jour en bateau ou à pied de nuit que j'ai comparée à ma méthode au drone. Donc en termes de résultats, c'est ce qu'on obtient.
Par exemple, ça, c'est un exemple de transect qui a été réalisé sur la rivière Tapoa au Niger, où chaque point rouge que vous voyez, c'est une détection de crocodiles, avec les différentes manières de détecter les crocodiles, où ils peuvent être soit complètement exposés sur la berge, soit alors ils sont dans l'eau, et dans ces cas-là, ils sont partiellement immergés, comme on peut voir sur la photo D, ou alors, comme on peut voir sur la C, c'est la tête des crocodiles, donc c'est le minimum de détection des crocodiles, c'est la tête. Et en plus, ça a une forme assez particulière qui permet de ne pas le confondre avec autre chose. Donc, en termes de résultats, pour comparer mes différents protocoles que j'ai mis en place, on a une répartition du nombre de crocodiles entre les sites qui est très hétérogène, notamment en fait à cause de certains sites où il y avait de forte présence de braconnage et notamment aussi de filets de pêche qui ont sûrement eu raison de ces populations de crocodiles et qui pourtant dans la littérature étaient des grosses populations de crocodiles pour certains endroits. Donc je me suis concentré sur la population du Niger où là il y avait une très forte abondance et qui s'explique aussi notamment parce que l'endroit où moi j'ai travaillé sur la rivière Tapua, c'était juste à côté de la base des eaux et forêts. Et donc du coup, en termes de résultats, on peut voir que en fonction des protocoles, j'ai des résultats assez différents. Donc on voit directement que la méthode de nuit, elle a permis de détecter plus de crocodiles, quasiment 2 fois plus que la méthode au drone, et que la méthode de dénombrement de jour, elle a moins performé que les autres. Donc ça s'explique parce que au drone, en fait, on ne détecte pas toutes les classes de taille. Donc les classes de taille nouveau-nés et juvéniles ne sont pas détectées dû à leur mœurs, puisqu'en fait, à ces âges-là et à ces tailles-là, en fait, ce sont surtout des proies pour beaucoup d'espèces, dont les autres crocodiles. Et du coup, ils restent cachés et sont vraiment plutôt nocturnes. Mais du coup, en tout cas, avec la méthode drone, ce qui explique qu'on ait détecté moins d'individus avec le drone qu'avec la méthode de nuit. Et en termes de, du coup, on peut quand même valider le fait que le drone permet de détecter les crocodiles, et notamment plus qu'avec la méthode de jour. Et en plus de ça, étant donné que moi je travaille sur des interfaces qui sont géoréférencées, ça permet aussi de mettre des points GPS sur les crocodiles. Et pour aller plus loin, je me suis posé la question de est-ce qu'on pouvait peut-être faire des mesures sur ces crocodiliens, étant donné que c'est assez intéressant d'utiliser, en plus d'avoir des données quantitatives, d'avoir des données qualitatives pour pouvoir étudier la structure démographique de ces populations-là. D'autant plus que une des limites quand même de la méthode de nuit, c'est que la nuit, certes, on voit très bien les yeux des crocodiles, mais on peut pas savoir en fait la taille qu'ils font. Sur cette photo-là, en fait, c'est des yeux d'alligator que vous voyez. Sauf que c'est impossible de connaître leur taille, donc en fait, ça nécessite de s'approcher, ce qui n'est pas toujours évident à faire, voire impossible. Et quand c'est possible, on est toujours avec une estimation en fait qui est subjective, surtout que des fois, c'est que seulement à partir de la taille de la tête des crocodiles. Donc j'ai voulu aller plus loin en fait dans ma démarche pour voir s'il était possible d'utiliser les drones pour mesurer et estimer précisément des crocodiliens, toujours de façon standardisée afin d'étudier leur structure démographique. Donc ça, c'est aussi une étude qui a été publiée récemment. Donc, pourquoi l'intérêt d'étudier la structure démographique de ces populations de crocodiles? C'est parce que déjà, c'est un indicateur de la santé de ces populations. Ça permet d'avoir un suivi des tendances de ces populations de crocodiles, de détecter des menaces spécifiques et de pouvoir planifier des mesures de conservation adaptées. D'autant plus que les crocodiliens, c'est des animaux qui vivent très longtemps. Donc, en fait, on peut en apprendre beaucoup sur l'histoire d'une population en étudiant justement la répétition des classes de taille. Donc, pour en revenir à mes résultats, donc au drone, en fait, c'est la façon dont on détecte les crocodiles. C'est soit il est sur la berge, soit ils sont partiellement immergés. Et fait intéressant, en fait, il y a une très forte allométrie entre la taille de la tête des crocodiles et le reste du corps, comme vous pouvez voir sur une projection de données de mesure sur les crocodiles d'Afrique de l'Ouest. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le minimum de détection qu'on obtient pour détecter les crocodiles au drone, c'est de quitter sa tête. Et on capte exactement le crâne des crocodiles qui fait qu'on pourrait envisager, créer un modèle pour pouvoir estimer la taille des crocodiles de façon précise à partir simplement de la détection de la tête. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai d'abord en fait étudié les différentes sources d'incertitude qu'il pouvait y avoir pour réaliser des mesures sur les photos aériennes, donc notamment sur l'orientation de la tête des crocodiles, mais aussi la typologie du sol, mais aussi tout ce qui est les erreurs qui peuvent être implémentées en faisant l'orthorectification et la compilation des images, mais aussi le biais observateur parce que du coup les têtes de crocodiles doivent être délimitées manuellement,
mais également la variabilité allométrique et notamment des individus au sein d'une population, pour enfin proposer un modèle avec des prédictions et une taille moyenne avec un intervalle de confiance. Donc du coup, cette partie-là, je vais pas trop la détailler parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais en gros, on a pu faire une prédiction du modèle avec l'accumulation des incertitudes, avec la part de chaque source d'incertitude, et que ça marchait bien. Et du coup, comme je l'ai développé sur le Crocodylus succus, en fait, je pouvais le développer sur deux espèces puisque les sources d'incertitude restaient les mêmes. Et la seule donnée qui changeait, en fait, c'était les données de relations allométriques, et donc des mesures de la taille de la tête et du corps des crocodiles. Donc, j'ai sollicité beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur les crocodiles et ça m'a permis, en fait, d'acquérir une très grosse base de données de mesures de crocodiles sur 17 espèces provenant d'une vingtaine de pays et des données collectées depuis 50 ans. Donc, j'ai pu en fait appliquer mon modèle à 17 des 27 espèces de crocodiles. Donc, j'ai identifié les espèces qui étaient le plus possible de présenter un intérêt pour développer la méthode avec le drone. Et la finalité, en fait, c'était de proposer un outil standardisé qui soit très facile d'utiliser, donc sous forme d'ABAC, enfin de tableau, je veux dire, avec cet exemple-là, par exemple, où pour chaque taille de tête de crocodile mesurée, comme par exemple avec celui qui est en jaune, où ça c'est un crocodile, sa tête a été mesurée à 26,6 cm. Du coup, le modèle, il prédit que la taille de la tête du crocodile, elle devrait être la taille totale du crocodile devrait être en moyenne de 157 cm et devrait se trouver dans l'intervalle entre 143 et 173 cm. Du coup, ce qui en fait une prédiction qui est très précise. Et du coup, moi, je l'ai appliqué à mes données. Donc, par exemple, là, sur la population que j'ai étudiée sur la rivière Tapoa. Donc, on peut voir, comme on l'a vu tout à l'heure, que de toute façon, on n'a pas détecté les classes des nouveau-nés et on a très peu de détection sur les classes de juvéniles. Donc, donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu dans le protocole, où le protocole de nuit a détecté deux fois plus de crocodiles que le protocole de drone. Mais en fait, là, il y a un fait quand même qui est très intéressant, c'est que de manière générale, en fait, dans une population de crocodiliens en bonne santé, on a environ 50% des crocodiles qui se trouvent dans les classes de taille nouveau-nés et juvéniles. Et étant donné qu'on ne détecte pas ces classes-là avec le drone, mais qu'on a détecté exactement deux fois plus de crocodiles avec méthode de nuit, en fait, on pourrait penser qu'on a par contre un très haut taux de détection des classes de taille subadultes et adultes grâce au drone. Donc, en termes de conclusion, c'est une méthode qui présente un certain nombre d'avantages, ce qui permet de faire des mesures précises de manière non invasive, de façon sûre, soit pour les opérateurs ou pour les crocodiles, qui est très peu coûteuse, qui est très facile à utiliser et qui ne demande pas d'avoir des compétences poussées sur les crocodiliens, donc qui peut être utilisé par un panel d'acteurs, par exemple. On limite l'effet, excusez-moi, on limite l'effet observateur. On nous offre aussi l'opportunité d'avoir un accès rapide et facile à des zones parfois inaccessibles. On peut réanalyser les données à l'infini. Là, c'est une méthode qui est complètement standardisée, que ce soit dans l'acquisition des données ou pour la réalisation des mesures. Et en plus, on a encore une marge d'amélioration avec les systèmes d'intelligence artificielle, le matériel embarqué qui est sans cesse en augmentation, et aussi les capacités de drone, que ce soit en termes d'autonomie ou autre, qui aussi sont en augmentation. On a quand même quelques limites à l'utilisation de cette méthode, bien sûr, notamment puisqu'elle est sensible aux facteurs climatiques et environnementaux. Dans des environnements homogènes, ça peut être un peu compliqué des fois de faire l'orthorectification et la superposition des images. On reste toujours, bien sûr, dépendant d'une source d'énergie et on ne détecte pas toutes les classes de taille, mais ce qui est un problème aussi récurrent dans les autres méthodes usuelles d'inventaire des crocodiles. Donc, en fait, pour faire un peu de lien avec tout ça, est-ce que les drones, c'est peut-être un outil d'empowerment pour les peuples autochtones et les communautés locales dans l'approche de la conservation communautaire et des ressources de leur territoire? Donc, on commence à retrouver de plus en plus dans la littérature des exemples d'utilisation de drones par des communautés locales avec différents degrés d'autonomie, qui va de la simple utilisation avec des partenaires jusqu'à l'utiliser de façon autonome. Et on trouve des exemples, par exemple, dans tout ce qui est détection d'activités de déforestation illégale, la suivi d'incendies de forêt, la cartographie d'occupation des sols et aussi pour la cartographie participative. Donc, on pourrait imaginer en fait cette application aussi aux crocodiliens via les communautés. Donc, imaginez par exemple
la mise en place de suivi de population de crocodiliens, comme on a pu voir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où ce sont les communautés qui font les suivis aussi, qui peut être utilisé aussi pour la détection des nids, pour faire du suivi de population, ou même aussi pour, par exemple, les activités de collecte d'œufs, par exemple, ou la détection de zones de hotspots et d'identification de grands crocodiles pour limiter les conflits hommes-crocodiles, notamment avec la capacité de pouvoir mesurer les individus et d'identifier les problématiques, les individus dits problématiques. Donc tout ça, ça semble tout à fait envisageable en tout cas. Et enfin, en quoi la conservation communautaire, ça semble être une approche intéressante et durable pour la conservation des crocodiliens? Tout d'abord parce que les projets de conservation des crocodiliens, ils impliquent de maintenir les habitats et en l'occurrence des écosystèmes aquatiques d'eau douce et tout en permettant de développer des revenus liés aux crocodiliens et au-delà des crocodiliens, comme on a vu, de bénéficier des très nombreux services écosystémiques des zones humides, dont j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a bien plus, et qui favorise la diversité biologique et qui permet aussi d'offrir d'autres sources de, euh, d'autres ressources. Et enfin, il bénéficie donc aux populations locales comme outil d'empowerment et permet de dégager des opportunités économiques et durables et qui participe aussi au maintien des peuples autochtones dans leur domaine traditionnel, mais également pour les populations de crocodiliens, surtout pour les espèces menacées et en plus ça permet de limiter les conflits en crocodiles et plus largement à la conservation en augmentant les chances de succès et d'atteindre ces objectifs à long terme. Et cette approche, en plus, on a pu voir qu'elle peut être mise en place à différentes échelles, allant de 200 hectares à 1,5 million d'hectares. Donc, pour vous donner une petite idée, ça fait à peu près deux fois la taille de l'Hérault, 1,5 million d'hectares, et en impliquant une à des dizaines de communautés, allant de quelques centaines de personnes, donc à quelques dizaines de milliers de personnes. Et enfin, cette approche, elle est particulièrement intéressante car les enjeux liés à l'eau et au réchauffement climatique sont d'actualité, et ils seront encore plus demain. Et pour rappel, on retrouve au moins une espèce de crocodile, de crocodilien dans quasiment la moitié des pays du monde, et principalement dans les pays du Sud, que les conflits hommes crocodiles ils sont en augmentation depuis plusieurs décennies, et qu'on a 50% des espèces de crocodiles considérées comme menacées et 30% en danger d'extinction. Donc en conclusion, la conservation communautaire appliquée aux crocodiliens, elle est possible avec des résultats intéressants. Elle favorise la coexistence des populations humaines et de crocodiliens. Et elle offre une approche de la conservation qui est plus éthique, respectueuse, inclusive et durable. Et pour l'utilisation des drones, c'est une méthode qui est objective et standardisée, qui est utilisable par une large gamme d'utilisateurs, qui est affranchie de certaines contraintes des méthodes existantes et qui est envisageable pour la moitié des espèces de crocodiliens. Donc en résumé, ces travaux ils offrent des perspectives pour la conservation des crocodiliens en associant l'engagement des communautés et les avancées technologiques pour une approche plus efficace et inclusive et durable de la conservation. Donc, je remercie tous les partenaires financiers et techniques qui m'ont permis de réaliser ces travaux-là. Et je vous remercie pour votre écoute et d'avoir été là aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, merci Clément. Donc en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à la poser directement à Clément. Sinon, vous pouvez l'écrire dans l'onglet questions et réponses, comme l'a fait Benoît. Du coup, on va commencer avec la première question de Benoît sur le coût du drone qui a été utilisé pour les inventaires diurnes. OK. Alors, moi, j'ai utilisé en fait des drones civils qui coûtent pas cher volontairement parce qu'en fait, ceux qui mettraient en place ces aspects-là, il faut que ce soit des coûts qui soient envisageables justement pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, j'ai utilisé des drones JAI, donc des drones civils qu'on retrouve un peu partout et qu'on peut acheter qu'on peut facilement acheter. Et là, on est sur une gamme de prix de environ 1500 € le drone. Et après, si on veut être un peu mieux équipé, c'est-à-dire avoir des batteries supplémentaires, aussi par exemple des optiques, enfin, on peut aussi acheter des accessoires. Je pense qu'il faut prévoir un budget de 2500 € par exemple. Et je conseille toujours, si c'est possible, d'avoir deux drones. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance sur le terrain. J'ai fait des centaines de vols et j'ai jamais perdu de drone sur ces terrains-là. Mais ça peut arriver des incidents et plus de drone, plus de terrain. Et surtout que c'est pas forcément toujours évident, une fois sur le terrain, de pouvoir retrouver un drone ou autre dans certains pays et dans certains contextes. Super, merci Clément. Est-ce Merci qu'il y a Clément. d'autres questions? Ouais, Frédéric?
Pardon. Oui, bonjour. Je voulais savoir si la, excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Je voulais savoir si la technique, c'est une technique de comptage global et systématique des individus ou une technique par échantillonnage. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir quand vous avez plusieurs espèces de crocodiles dans un même endroit, est-ce que vous arrivez depuis le drone à distinguer les différentes espèces? À savoir, moi j'ai Alors, travaillé au Congo où on avait 3 espèces de crocodiles. On avait le cataphractus et l'ostéolamus. Bon, l'ostéolamus est plus petit, j'imagine, enfin, qui s'appelle plus comme ça. Enfin, je crois qu'ils ont changé de nom. Et le faux gavial. Donc, est-ce qu'on crocodile du Nil et un faux gavial, on ne peut pas confondre? alors, juste, en fait, la taxonomie, elle a un peu évolué. Du coup, maintenant, c'est Mecistops leptorhynchus dans le Ah, Congo. C'est plus aussi crocodile du Nil, c'est Crocodilus succus maintenant. Ouais, tout ça, c'est d'accord, récent. Et les d'accord, oui, ostéolémus, là, ils sont en train de les splitter, mais pour l'instant, il me semble que c'est toujours Tetrapsis, SP quelque chose. Et d'accord. sinon, pour répondre à tes questions, du coup, ben, ça peut être un échantillonnage hein, ou en fait systématique. En fait, ça dépend de la surface qu'on étudie, puisque en fait, il y a certaines mares ou certaines portions de rivière qui peuvent être ne pas être très longues, donc on peut envisager faire du systématique. Mais sinon, en fait, comme souvent des méthodes, comme toutes les autres méthodes, en fait, elles sont souvent sous forme d'échantillonnage. Après, en fait, ça dépend de la technologie qu'on utilise, parce que en fait, il est possible aujourd'hui si on prend des drones qui sont beaucoup plus performants et qui coûtent beaucoup plus cher, on peut imaginer, par exemple, en un seul vol, faire des transects de plus de 20 km. Et là, on pourrait passer vraiment sur du systématique. Après, de toute façon, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est qu'aussi, certes, c'est très rapide d'acquérir ces données-là, mais le traitement, le poids des images et le temps de détection des crocodiles est assez long. Donc, en fait, il faut aussi bien peser entre, en effet, on a une capacité de collecter beaucoup de données, mais est-ce qu'on a besoin de collecter autant de données? C'est un peu l'équilibre qu'il faut trouver, les questions qu'il faut se poser avant de mettre en place ce genre de méthode. Et ensuite, ta question, c'était sur différencier les différentes espèces de crocodiles. Voilà. Ok. Alors, moi, j'ai pas été confronté à ça, mais j'ai bien sûr réfléchi. Donc, moi, je pense que ce serait possible parce qu'en fait, on est capable déjà de voir bien la forme des crocodiles et de pouvoir réaliser des mesures. Et peut-être que dans certains cas, et même c'est évident, par exemple, si on fait ça en Amérique centrale où tu as des espèces qui se ressemblent beaucoup, on pourrait peut-être difficilement faire la différence, mais c'est déjà le cas en fait, même quand on est au sol, faut quand même pouvoir bien accrocher les crocodiles et certaines espèces sont assez cryptiques entre elles. Mais en tout cas, pour une partie des espèces, on pourrait par exemple, cas typique, même si malheureusement cette méthode ne serait pas possible dans le contexte que tu cites à cause de la couverture forestière, mais par exemple, moi je suis à peu près intimement persuadé que si sur une image tu me mets un Ostéolémus, un Crocodilus succus et un Mecistoplectorhynchus, je peux te dire lequel est lequel juste en pouvant réaliser, juste en voyant le crâne et en pouvant faire quelques mesures, parce que les crânes sont assez différents. D'accord. Et en vision nocturne, on peut reconnaître à partir des yeux les différentes Non, espèces. non, 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 et c'est un peu piégeant puisque en fait même entre un crocodile qui ferait 50 centimètres et un crocodile qui ferait 3,50 m, on est assez surpris des fois en s'approchant de voir la taille du crocodile, on s'attend à quelque chose de gros et au final non, c'est un tout petit crocodile par exemple qui des fois sont très C'est durs à gros, trouver, on ouais. voit l'œil qui brille, on s'approche, on voit rien parce qu'en fait le crocodile il fait 35 centimètres et qu'on ne le voit pas dans les arbres par exemple. D'accord. Ok, merci. Merci. Damien? Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolé, j'ai raté le début, donc j'espère que mes questions ne seront pas peut-être hors sujet, enfin pas hors sujet, mais déjà répondues au début. Et bonjour particulier à Clément. Très content d'avoir pu suivre quelque part une synthèse de tes travaux, là où j'ai pas pu suivre la présentation de ta thèse quand tu m'y as invité. Donc, et pour moi, c'est super en fait de pouvoir donner aussi un coup d'éclairage sur des espèces qui sont d'ordinaire les crocodiliens, donc, qui sont assez marginalisés. On a du mal, les acteurs de la société civile, pour le coup, africaine notamment, ont du mal à les valoriser. On a vu d'ailleurs dans les projets qui sont documentés, c'est beaucoup plus en Asie actuellement qu'il y a eu des données les probantes que tu as exploitées et moins en Afrique. Et ça, je trouve ça peut-être dommage et peut-être que tes travaux vont contribuer justement à donner des outils et des méthodes que des projets de conservation des crocodiliens en Afrique de l'Ouest, c'est ma zone, mais puissent aussi voir le jour. Moi, mes préoccupations sont les suivantes. En Asie, justement, là où il y a ces projets qui ont des données probantes aujourd'hui et qui ont l'air d'être vachement performants,
Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les types de porteurs de projets qui sont derrière ces projets-là? Est-ce que c'est des organisations, tu as parlé des Philippines, du Cambodge, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est des organisations locales, c'est international? Comment ça s'est construit tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ces projets, tu l'as dit, hein, comme une limite, il y a une dépendance au financement extérieur. Est-ce que c'est le cas pour tous les projets de conservation des crocodiliens asiatiques que tu as documentés, par exemple? Ils ont encore une extrême dépendance vis-à-vis des financements étrangers, ou il y a des modèles économiques qui fonctionnent par eux-mêmes? Je ne sais pas si tu as ces données-là par hasard. Quand on parle de gestion communautaire, une de mes petite préoccupation, c'est l'articulation avec l'administration locale. Je trouve que c'est pas toujours évident. C'est vrai que ça a vraiment le vent en poupe, hein, cette approche, et je comprends tout son sens. Et par moments, en fait, j'ai l'impression que certains projets font une sorte de... Il y a un doublon entre l'administration locale et finalement une administration territoriale dédiée à la conservation de la nature. Je ne sais pas si ça a été un aspect aussi étudié dans le cadre de tes travaux. Et Oui, voilà, et oui. la dernière... Pardon? Faut que je les note, faut que je les note. Ah, désolé. Non, mais sinon, Vas-y. peut-être réponds à ça déjà, et si tu veux, Ok. si ça Alors, saute pas, désolé. bonjour Damien, ça me fait très plaisir de te voir en Voilà. tout cas. Du coup, alors pour les types d'organisations, alors sur les 5 projets par exemple, il y en a 2. Le porteur, c'est carrément une organisation euh, communautaire. Donc, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où c'est vraiment des peuples autochtones qui ont créé cette organisation-là. Et tout tourne autour de cela, mais il y a aussi, ils ont soit des aides. Sinon, après, bien sûr, comme les projets ont été publiés, bah, ça veut dire qu'il y a des chercheurs derrière. Donc, en fait, par exemple, en Asie, aux Philippines, on a, c'est d'ailleurs aussi un peu les mêmes chercheurs qui ont chapeauté ça, qui ont en fait appuyé ces communautés dans ces programmes-là. Et là, en fait, on était surtout sur des espèces à fort enjeu. Donc, on était sur 2 espèces en danger critique d'extinction. Et après, qui ont mobilisé aussi des partenaires. Il y a aussi, en fait, il y a d'autres projets, j'en parle pas, j'ai pas pu les présenter parce qu'ils sont pas assez, on va dire, ils n'étaient pas assez aboutis ou bien présentés pour que moi je puisse les utiliser dans mes travaux. Mais il y a aussi des projets, ben, notamment aussi aux Philippines, où c'est plutôt des communautés qui ont rebondi sur des projets réalisés par d'autres communautés et qui ont dit, ben, nous aussi on veut faire pareil, on veut créer un sanctuaire pour ce crocodile-là, on veut aussi pouvoir protéger cet habitat-là, on va pouvoir créer des réserves de pêche, pouvoir aussi créer des opportunités économiques via le tourisme par rapport à ça. Donc, en fait, c'est assez varié, mais c'est à la fois, selon les cas, soit des ONG qui supportent, soit des initiatives qui viennent directement localement, soit aussi il y a des chercheurs en fait là-dedans. Et à la fin, au final, comme c'est des projets qui ne sont pas tout seuls et qui sont quand même assez transdisciplinaires, tout ça, il y a d'autres aussi structures qui ont été mobilisées, donc des fois des structures de l'État, des fois des structures même j'ai plus les noms en tête, mais du coup, qui viennent faire du renforcement, par exemple, sur tout ce qui est développement de systèmes agroécologiques, tout ça. Ensuite, ta question, c'était pour la dépendance au financement. Donc ça, c'est une question très pertinente parce qu'en fait, dans ces projets-là, on a autant des projets qui se maintiennent encore sous perfusion de financement, mais on a aussi certains projets en fait qui créent qui sont en fait qui créent clairement de la richesse et dont en fait permet, j'avais cité les exemples des fonds communautaires, et qui permet d'alimenter un fonds communautaire au profit de toute la communauté sur des aspects essentiels que j'avais cités par exemple restauration des bâtis traditionnels, accès à l'eau, aux soins et aussi à à l'éducation. Donc, en fait, ça dépend vraiment des projets. Donc, on a des projets qui sont très proches de l'autonomie, voire autonomes, et des projets qui ne le sont pas et qui sont encore dépendants de ces aides-là, d'où le fait que j'ai appuyé qu'il y a quand même une dépendance quoi, enfin, à ce type de financement. Et il y avait une autre question, je crois que c'était, oui, L'articulation sur... avec ouais, l'administration locale, je crois. Ouais. ouais, j'avais des diapos là-dessus, mais je les ai retirés parce que j'ai D'accord. voulu un peu écouter. J'en parle un peu dans mon esprit de thèse, parce que oui, en effet, il y a forcément la réglementation locale et aussi les entités étatiques par rapport à ça qui des fois, il y a, comme tu dis, un peu un décalage entre ce que voudraient faire les communautés et un peu ce qui est impulsé avec aussi les partenaires et les capacités. Déjà, la réglementation au niveau national du pays d'intervention et aussi les capacités de ces services-là, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose, j'en parle un petit peu dans ma thèse, mais je suis pas spécialiste de ce truc-là. Mais en effet,
soulèves un vrai point où des fois, il y a un décalage entre les capacités étatiques et ce qui pourrait être fait justement. Hmm. Super, merci. Tu Et peux tu avais une peut-être, autre Damien, question? poser ta dernière question. Ouais. Oui. Les autres questions, c'était, est-ce que, tu dis que les observations de nuit on verrait le maximum de la population de crocodiliens, est-ce qu'on peut faire du drone nocturne? Maintenant, on le fait avec de l'infrarouge sur certains, c'est possible? Ah, j'ai plein d'idées pour continuer ces travaux-là, mais bon, ça demande des financements que j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai pas mal d'idées pour compléter, pour faire des tests, tout ça. Mais on peut imaginer faire du nocturne avec certains infrarouges, par exemple. J'ai vu une ou deux personnes tester, par exemple, du thermique aussi, donc c'est intéressant. Je pense que ça vaudrait le coup d'étudier ça. Mais enfin, j'ai plein d'idées en tête, puisque dans ces cas-là, il faudrait, je pense, adapter sur au moment de la nuit pour le faire, pour que ce soit optimisé, tout ça et tout. Je pense qu'il y a des choses à tester, en tout cas. Clairement, que ce soit avec des drones, autant sur des drones encore civils, qui coûtent légèrement plus cher, mais qui sont équipés de certains facteurs, ou alors sur du thermique ou autre, que si on a accès à des drones qui coûtent quand même bien plus cher, mais qui ont des capacités, des résolutions et une autonomie de vol qui est complètement démultipliée et incomparable. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à tester et à chercher par rapport à l'utilisation des drones pour les crocodiles, et pas que sur les crocodiles, mais je pense que c'est un vrai outil. Moi, ben là, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est avec des drones il y a quelques années. Donc, les mêmes drones aujourd'hui sont bien plus performants pour le même prix. On a des drones, les nouveaux modèles de ces gammes-là, qui sont déjà bien plus performants que ce que j'ai fait. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec ça, avec des moyens, que ce soit des petits moyens ou des gros moyens. Mais comme il faut, il faut tester la méthode. Donc, ça implique du temps, des ressources. Ok, super, merci beaucoup, Clément. Merci. On va arriver à la fin. Donc, si vous avez des questions, c'est les derniers moments pour les poser. Il y avait une question aussi de Sergio sur est-ce que toi, Clément, tu as eu des problèmes d'autonomie avec tes drones? Parce que selon lui, il en a eu souvent quand il en a utilisé. Quand on parle d'autonomie, on parle par exemple d'accès à l'électricité, c'est ça? Ou Alors, d'autonomie, c'est-à-dire de temps de vol. alors, Sergio, je vous laisse C'est deux peut-être questions, ça sera pas la compléter. même réponse. Je sais pas si il est encore en ligne. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, c'était plutôt le temps de vol. Ok. Alors oui, ça, il faut faire attention. Donc en fait, j'ai aussi appris à mes dépens. Du coup, il faut toujours garder une marge de manœuvre importante pour être sûr de récupérer son drone et qu'il revienne à temps avec encore de la batterie. Surtout quand on est sur les 10 derniers pourcents, la batterie peut en fait des fois vite descendre. Donc oui, il faut adapter ses vols par rapport à l'autonomie. Donc des fois, mais ce qu'on peut faire grâce en fait aux outils que j'utilise et tout, des fois en fait même si un vol il est arrêté en cours, en fait on peut changer la batterie et reprendre le vol de là où il en est resté en fait. Donc en fait certes ça demande un peu plus de batterie, d'où l'intérêt d'avoir des batteries et surtout d'avoir un accès à l'électricité puisque quand on est dans des milieux isolés, l'accès à l'électricité est pas forcément évident. Donc moi pour ma logistique j'avais la chance d'avoir pas mal de batteries déjà. Et en plus, on avait soit l'accès à certaines activités économiques du départ, par exemple en tourisme ou autre, nous laisser l'accès pour pouvoir aller charger nos batteries. Et parfois, on avait aussi un groupe électrogène, donc ça me permettait en fait de pouvoir faire un peu les 3-8 et d'avoir toujours des batteries en charge. Et petite parenthèse, on peut aussi sur les voitures avec des chargeurs spéciaux en fait arriver à charger en roulant avec les voitures des batteries de drone aussi. Donc ça a été vachement utile aussi pour moi. Ok, merci beaucoup, Clément. Merci Clément. On arrive à la fin du Ok. Café Brousse. Je vais Tellement juste dire une timing. dernière chose dans ces cas-là. Vas-y. En tout cas, merci encore pour cette invitation. J'étais content de pouvoir un peu plus présenter mes travaux. Du coup, il y a une partie de ces travaux-là qui sont déjà publiés. Et si vous avez besoin de la partie qui n'est pas publiée ou tout ce qui est discussion de la thèse, moi, je vous la transmets avec plaisir, surtout qu'elle est en français, pour ceux que ça intéresse. Et au-delà de ça, si jamais dans le cadre de vos projets ou autres, puisque je suis sûr que certains d'entre vous travaillent en fait dans les mêmes habitats que les crocodiliens, n'hésitez pas en tout cas à me contacter ou autre. Moi, je continue à travailler de toute façon sur tous les aspects d'approche communautaire, les renforcements, l'empowerment, mais aussi toujours sur l'herpétofaune et notamment sur les crocodiliens. Merci Donc, beaucoup sentez-vous Clément. libre.
En effet, c'était très intéressant et donc je pense que tu auras des contacts dans le futur. Et le prochain Café Brousse sera organisé avant la fin de l'année, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez présenter quelque chose. Et ce Café Brousse sera mis en replay sur la chaîne YouTube du Comité français de l'UICN, donc vous y aurez accès et pourrez le partager avec vos partenaires. Merci beaucoup et très belle journée et bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci.